Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce court webinaire. Depuis l'annonce de Donald Trump le mercredi 2 avril, l'augmentation des droits de douane, les marchés financiers vacillent un peu. La guerre commerciale est-elle relancée? Aujourd'hui, nous vous proposons un décryptage de ces derniers événements, de leurs répercussions sur les marchés financiers, les secteurs concernés, ainsi que l'influence que ça peut avoir sur nos portefeuilles. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un expert de Generali Wealth Solutions, Ibrahim Al-Khalil, gestionnaire de portefeuille. Bonjour Ibrahim. Bonjour Mathilde. Je vous rappelle que vous pouvez poser les questions et que nous répondrons en fin de webinaire. Donc, depuis les annonces du président américain le 2 avril, on observe une remontée marquée de la volatilité sur les marchés financiers. Pouvez-vous revenir en détail sur cette situation actuelle et sur ces annonces? Absolument. Alors, c'est vrai que ces dernières semaines ont été particulièrement mouvementées sur les marchés suite effectivement aux annonces de droits de douane réciproques faites le 2 avril dernier, ce qui a provoqué une chute brutale des marchés financiers. Et puis ensuite, un rebond technique. Et puis après ça, les marchés se sont relativement stabilisés, même si on sent qu'on est toujours dans un climat un petit peu anxiogène. On va essayer de comprendre pourquoi ces droits de douane ont été mis en place et puis l'impact potentiel d'une véritable mise en œuvre de ces droits de douane de manière assez chiffrée. Le premier élément à avoir en tête, c'est que ces droits de douane ne sont pas un simple coup de folie de Donald Trump. Ça répond à une stratégie économique précise, discutable et précise qu'il a en tête, avec 3 objectifs principaux. Le premier, c'est la réduction du déficit commercial, réduire l'écart entre les importations et les exportations américaines. Le deuxième, c'est de stimuler la production nationale. En d'autres termes, rendre plus compétitifs les produits américains en imposant des droits de douane sur les produits qui entrent sur le territoire pour favoriser, pour encourager les entreprises à fabriquer sur le sol américain, donc favoriser le Made in USA, ce qu'il avait promis pendant sa campagne électorale. Effectivement, ouvrir des usines aux États-Unis et stimuler, par exemple, l'emploi. Et le dernier point, c'est évidemment financer sa réduction d'impôts qu'il a promise et qui était un élément phare de sa campagne électorale. Et pour la financer, il va notamment s'appuyer sur les recettes qui seront tirées de la mise en place de ces droits de douane. Cette politique protectionniste, elle a rapidement eu des répercussions à l'échelle mondiale et évidemment sur la croissance économique attendue. Alors les chiffres qu'on va partager ici et qu'on va discuter ensemble, ils prennent en compte en fait la première vague d'annonces, celle faite le 2 avril. Ils ne prennent pas en compte les droits de douane supplémentaires qui ont été imposés à la Chine et ils ne prennent pas en compte la pause temporaire de 90 jours. Le premier élément, et c'est particulièrement intéressant, c'est déjà de constater que ces droits de douane, ils ont un impact négatif sur la croissance attendue sur l'année à venir, sur les 12 prochains mois, sur l'ensemble des grandes économies. Les États-Unis le recul estimé pour la croissance américaine, il est attendu autour de 1%, pour la Chine autour de 0,5% et pour l'Europe autour de 0,3% de recul. Le premier élément clair, c'est que l'impact est particulièrement marqué aux États-Unis. Rappelons aussi, c'est un élément qui est fondamental, que les États-Unis ont une spécificité, c'est que la consommation représente près de 70% du PIB américain. Donc c'est un élément qui est déterminant, là où dans les pays européens, on est plutôt autour de 54-55%. Et ces droits de douane, ils ont évidemment un impact sur la consommation. Les ménages, eux, vont subir une baisse du pouvoir d'achat. Si les articles importés coûtent plus cher, mécaniquement, ça va réduire la demande intérieure. Et puis les entreprises, elles, ne pourront pas répercuter instantanément les droits de douane sur le consommateur final. Donc, ça va impacter leur marge, ça va réduire leur marge et potentiellement provoquer des licenciements. C'est un ensemble de facteurs qui créent des conditions qui sont plutôt favorables à un ralentissement économique et potentiellement une accélération de ce ralentissement économique si jamais ces droits de douane persistent. L'autre élément particulièrement important, c'est évidemment l'impact sur l'inflation. Cet impact sur l'inflation, ces droits douaniers, elles ont évidemment vocation à créer des pressions inflationnistes. Aux États-Unis, on attend une hausse de l'inflation qui est comprise entre 1,5 et 2%. À l'échelle mondiale, on attend plutôt une augmentation de l'inflation qui est autour de 0,5% et en Europe, plutôt autour de 0,2%. Là aussi, ce sont les États-Unis qui trinquent les premiers. C'est-à-dire que c'est les États-Unis les premières victimes de cette politique protectionnistes, ils le sont davantage que leurs partenaires commerciaux. Et bien sûr, comme tu l'as dit, ça a eu un impact sur les marchés financiers. On a observé
une forte volatilité. Les marchés détestent l'incertitude. On peut dire que Trump les a gâtés sur ce plan-là. Le véritable risque à court terme, c'est de se retrouver dans une situation de stagflation. C'est un mot qui va revenir un petit peu à la mode. Ça décrit simplement une situation dans laquelle, exactement ce qu'on vient de dire, dans laquelle on a une diminution de la croissance et une augmentation de l'inflation. Cette situation, elle est plutôt transitoire. Si elle dure, on a un risque de basculer en récession et c'est précisément ce point-là qui inquiète les investisseurs. Et ce scénario-là, il ne tient même pas compte de tous les effets dérivés qu'on peut avoir, c'est-à-dire les réponses, ces chiffres-là dont on vient de parler, ils prennent en compte les droits de douane annoncés le 2 avril, mais ils ne prennent pas en compte les réponses, les mesures de rétorsion des autres pays. Il y en aura effectivement, le climat de méfiance dans lequel on s'installe, la perte de confiance qu'on observe, et comme on le sait, une fois que la confiance est perdue, c'est quand même particulièrement difficile de la regagner. Donc, vous venez de le dire, on vient de voir que les États-Unis sont la principale victime de ces annonces. Du coup, question simple, est-ce qu'il faut fuir les États-Unis ? C'est un discours qu'on peut entendre, qui n'est pas forcément de notre avis, mais on va essayer de comprendre plus précisément pourquoi et quel intérêt on peut avoir là-dessus. La vraie question qu'on pose derrière ça, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans une situation de, entre guillemets, simple correction ? On a une inquiétude assez forte, et puis on voit les marchés baisser très fortement, davantage aux États-Unis qu'en Europe, et puis on va reprendre le chemin de la hausse parce que finalement Donald Trump va calmer le jeu. Ou est-ce qu'on est en train de préparer ou d'entrer dans un scénario plutôt de récession aux États-Unis ? C'est l'inquiétude première des marchés, c'est la raison pour laquelle les marchés ont énormément reculé aux États-Unis et on voit que la probabilité de récession sur les derniers jours, la probabilité de récession des États-Unis a augmenté pour se rapprocher des 50%. Concrètement, aujourd'hui, on ne constate pas de signe évident de récession aux États-Unis sur le plan économique et sur le plan financier, mais ce qui est plutôt logique, les annonces sont récentes, les effets ne sont pas encore visibles dans les indicateurs macroéconomiques. Et puis rappelons que l'économie américaine, elle ne part pas d'une situation très fragile. Elle avait affiché une résilience incroyable en 2023 et en 2024. On a des créations d'emplois qui restent solides. On a un taux de chômage qui a légèrement augmenté, mais qui reste à des niveaux particulièrement bas. En d'autres termes, si Donald Trump calme le jeu, les États-Unis pourraient encaisser ce choc, cette période d'incertitude, sans basculer prématurément dans ce scénario de récession. Même s'il n'y a pas de récession, ça c'est le scénario du pire entre guillemets, mais même s'il n'y a pas de récession, on a un vrai trou d'air, on a un vrai choc de confiance. Les entreprises, face à cette incertitude, elles réduisent ou retardent leurs investissements, et les ménages, eux, qui ont beaucoup moins de visibilité, vont préférer épargner plutôt que consommer, ce qui va accentuer le ralentissement économique. Et tout ça, ça s'inscrit dans une tendance plus large de démondialisation, de protectionnisme que les États-Unis adoptent, que d'autres pays aussi adoptent. Et c'est un changement structurel qui va de toute façon peser sur le commerce international. Ceci étant dit, même si Trump peut paraître parfois fou, absolument imprévisible, on note quand même qu'il y a un certain nombre de garde-fous, des éléments qu'il surveille, qu'il regarde et qui peuvent le faire changer la vie. Parmi ces éléments, on a l'économie, ou plus spécifiquement la dette américaine. La dette américaine, c'est, et on verra dans quelques mois si ça l'est toujours, mais c'est la valeur refuge par excellence à côté de l'or. Quand tout va mal, on achète de l'or et on achète de la dette américaine. Mais si les investisseurs venaient à s'en détourner, soit par perte de confiance, soit parce que ce sont des mesures de rétorsion. Vous nous imposez des droits de douane, on arrête d'acheter de la dette américaine, ou on décide de vendre celle qu'on détient. On pense évidemment tout de suite à la Chine, qui est un des plus gros détenteurs de dette américaine. Ça provoquerait une hausse des taux d'intérêt qui augmenterait le coût de la dette, et c'est un scénario que Trump veut absolument éviter, parce que l'argent devient plus cher, et donc pour mettre en place tout ce qu'il a promis en termes de dépenses budgétaires, en termes de baisse d'impôts, ça devient particulièrement compliqué. Ensuite, il y a le contexte politique, l'opinion publique et le contexte politique dans lequel nous sommes. Trump vient à peine d'arriver à la Maison-Blanche que les discussions s'orientent déjà autour des élections de mi-mandat. Et on voit ici que les républicains ne sont pas tous alignés derrière la position de Donald Trump. C'est-à-dire que les débats s'ouvrent même dans son propre camp.
Et ça fait partie des éléments qui peuvent le faire changer d'avis. Et le dernier point, même si il l'a ignoré pendant quelques jours ou presque quelques semaines, les marchés restent un facteur important. On sait que les Américains sont très sensibles à l'évolution de la bourse, parce que pour beaucoup, leur retraite en dépend, et donc ça peut influencer ces décisions à court terme. Et d'ailleurs, on l'a vu, dans un premier temps, on a eu une très forte baisse des taux d'intérêt américains quand il y a eu cette crainte-là. Donc, la dette américaine a joué son rôle de valeur refuge, et puis ensuite, on a vu les taux américains se retendre. Une forme de défiance, de méfiance vis-à-vis de la dette américaine. Et c'est après ces quelques jours de tension sur les taux américains que Donald Trump a annoncé la fameuse pause de 90 jours. Donc, malgré tout, on voit qu'il y a certains éléments qui peuvent cadrer son action. Dans ce contexte un peu tendu, vous, en tant que gestionnaire de portefeuille, comment avez-vous fait vos choix d'allocation? Est-ce qu'il y a eu des arbitrages particuliers que vous avez fait pendant cette période? Oui, les journées ont été longues, elles ont été agitées. J'ai plus de cernes qu'habituellement lors de nos webinaires. Donc oui, ça a été des journées qui ont demandé beaucoup d'énergie et d'attention et dans lesquelles on est intervenu de manière assez réactive sur nos gestions. On parlera de manière très concrète des opérations que nous avons faites, mais retenons que de manière générale, on a quand même une situation assez particulière dans laquelle les marchés directeurs baissent très fortement. On a l'habitude de dire que quand les États-Unis éternuent, c'est finalement l'Europe qui s'enrhume, que lorsqu'une crise a lieu aux États-Unis, l'Europe souffre davantage, et les marchés américains ont toujours eu tendance à être un petit peu plus performants que les nôtres. Et l'année 2024 en est un très bon exemple. Ici, on voit que c'est les marchés cœurs qui reculent assez fortement. Donc, on a les principaux marchés américains, on a également les principaux marchés européens. On n'a pas quelques valeurs ou quelques classes d'actifs isolées qui sont en train de se dégrader, c'est l'ensemble des marchés qui sont en train de reculer. Le point qu'on échangeait, ou la discussion que nous avions il y a quelques mois lorsqu'on faisait le webinaire de fin d'année, notre discours consistait à dire il y a des valeurs stars, les fameuses 7 magnifiques, qui ont surperformé l'ensemble des marchés, qui ont tiré les indices américains vers le haut, qui sont très concentrés dans le S&P 500, raison pour laquelle on réduisait notre exposition sur le S&P 500 et on préférait le S&P 500 équipondéré. On vient d'observer exactement le phénomène inverse. D'ailleurs, c'était un petit peu notre discours, c'est trop cher aujourd'hui. Si correction il y a, peut-être qu'on va se réintéresser à ces valeurs. C'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que ces très belles valeurs, préférées, très détenues, qui affichent des performances exceptionnelles et qui étaient devenues peut-être un petit peu trop chères, ont très fortement reculé de manière beaucoup plus marquée que d'autres indices. Donc, ne serait-ce que si on prend l'exemple des 7 magnifiques, elles affichent un recul qui est nettement plus important que le S&P 500 traditionnel. Donc, le message ici, il est simplement de rappeler que dans une situation comme celle-ci, on a cherché à profiter, ça a créé des opportunités, on a cherché à profiter de ces opportunités-là. Donc, on s'est assez globalement renforcé sur les grandes capitalisations, aussi bien américaines qu'européenne, on rentrera ensuite dans le détail pour en parler. Sur la poche obligataire, on a eu tendance à plutôt profiter de ce phénomène. En fait, les obligations, la dette souveraine a complètement rempli son rôle de coussin amortisseur dans un premier temps. Donc, elle a pris de la valeur quand les marchés se sont effondrés. On en a profité pour prendre des bénéfices sur la dette américaine plus spécifiquement, ce qui est plutôt, en tout cas à ce jour, un bon mouvement parce que, comme on l'a dit, juste après, on a eu ce phénomène de défiance sur la dette américaine. Autant s'alléger d'un actif qui peut demain devenir un actif qui est moins préféré et moins valeur refuge. Si on regarde de manière plus précise ce qu'on a fait dans nos gestions, je vous propose de regarder ce qu'on a fait sur notre fameux fonds Cœur GWS Allocation Tactique. Pour rappel, dans les gestions pilotées que nous faisons pour Alta Profit, on a une structuration assez unique en son genre, Cœur Satellite. Un fonds Cœur qui représente 40% du profil conviction, le plus dynamique, et qui représente 20% du profil patrimoine, un profil plus équilibré. Ce fonds Cœur est exclusivement constitué d'ETF qui permet d'avoir de la réactivité sur les marchés. Vous savez que quand on fait de la gestion pilotée, il faut faire un changement de grille, ça peut prendre quelques jours. Quand on a des épisodes de volatilité aussi importants intraday, dans une seule séance, en termes de baisse sur une journée, on a retrouvé les records du Covid. Je ne comparerai pas Trump à une pandémie, mais on a retrouvé des situations de marché assez exceptionnelles au quotidien. Quand on a
des écarts aussi importants à l'intérieur d'une même journée, c'est important d'avoir cette réactivité. Le fonds a été construit pour ça, donc on a pleinement utilisé ces marges de manœuvre. Et on peut voir un certain nombre de mouvements que nous avons réalisés finalement en quelques jours. Nous avons renforcé notre exposition aux grandes capitalisations européennes plutôt sur la partie value, étant donné que dans les satellites, on a déjà pas mal d'expositions sur les valeurs de croissance. Donc on a voulu se renforcer sur la partie value qui était un petit peu plus légère dans les portefeuilles. Sur les actions américaines, on a vraiment fait le mouvement qu'on pouvait décrire en fin d'année dernière. C'est-à-dire on était très exposé au S&P 500 équipondéré pour réduire notre exposition à cette magnifique. Quand elle recule de près de 35% ou près de 40% pour certains titres, on a envie de se réexposer. Et c'était complètement notre discours. Si ces valeurs-là reculent massivement, on reviendra dessus. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en vendant une bonne partie de notre accord S&P pondéré et en achetant, même un peu plus, parce qu'on a vendu 12%, on a racheté 16% de S&P 500 traditionnels, mais couverts. Parce que ça, c'est un autre élément important. Le dollar s'est beaucoup dévalué, de près de 5-6% en quelques jours. Et donc, l'exposition au S&P couvert permet de ne pas souffrir de cette dévaluation du dollar, absolument. Donc, on s'est renforcé assez massivement. Vous voyez que c'est des mouvements qui sont très importants. On s'est renforcé de 16% sur le S&P 500 traditionnel. On a également initié une position en Asie, et plus spécifiquement sur les valeurs technologiques chinoises, parce qu'on reste convaincu que la technologie, c'est l'outil de domination de demain. Dans cette guerre commerciale, il y a aussi une guerre de domination, et les valeurs technologiques chinoise, même s'il y a évidemment un poids politique qui est très important, c'est certainement les seules valeurs qui peuvent rivaliser aujourd'hui sur le plan technologique, on l'a vu avec DeepSeek et d'autres exemples, qui peuvent rivaliser avec les géants technologiques américains. Donc c'est important maintenant de diversifier même sur cette thématique-là et d'aller chercher d'autres valeurs comme les valeurs chinoises, même si on reste sur des pondérations un peu moins importantes. Et pour finir, comme on le disait, les obligations américaines ont joué complètement leur rôle de coussin amortisseur. Elles ont moins d'intérêt en portefeuille. En quelques jours, on a eu plus de rendement que ce que nous pouvions atteindre en termes d'intérêt sur un an. On a allégé nos positions là-dessus en vendant nos ETF sur la dette souveraine américaine. Merci pour cette présentation pour le côté professionnel. Maintenant, ce qui nous regarde, ce sont aussi des épargnants qui suivent l'actualité au jour le jour, qui n'ont pas notre expertise ou même notre réactivité. Pour eux, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il rester investi? Faut-il se diversifier davantage? Ou au contraire, se mettre en retraite temporairement? Ça va être difficile pour moi de vous montrer ce que j'ai fait, de vous dire autre chose. Je vais rester cohérent, évidemment. Si vous voyez que côté gestion chez Generali Wealth Solutions, on décide de profiter de cette baisse pour se renforcer, c'est qu'on est convaincu que ça crée des opportunités et que ce n'est pas un moment où il faut fuir les marchés. Alors, est-ce que c'est effrayant? Oui. Est-ce qu'on est arrivé au bout de la baisse et que le marché ne peut que remonter? Non. On l'a vu, on a un scénario de récession aux États-Unis qui peut entraîner les indices plus bas, qui pourrait entraîner les indices plus bas. C'est pour ça que c'est important de ne pas tout investir maintenant, mais de n'investir qu'une partie et de garder des cartouches au sec pour potentiellement pouvoir accompagner les marchés. Maintenant, pour un client particulier, on va dire les choses de manière très transparente, c'est dans cet environnement-là extrêmement difficile, il faut avoir beaucoup de temps, il faut avoir beaucoup d'énergie, de compétences pour déjà avoir toute l'information, l'analyser comme il le faut et prendre les décisions. Dans cet environnement-là, je ne peux que recommander la délégation de gestion. C'est-à-dire choisir une délégation de gestion, que ce soit une gestion pilotée par exemple, choisir le profil qui nous convient avec une gestion qui nous ressemble, un niveau de risque qui nous convient et une gestion avec laquelle on est plutôt aligné. Moi, mes conseils là-dessus, c'est d'être attentif à la diversification dans les portefeuilles, de ne pas aller sur des gestions qui sont exclusivement européennes ou exclusivement américaines. On a vu que même sur les titres américains, on pouvait avoir de la défiance. Donc, la diversification, elle est importante. La possibilité d'aller sur différents continents et même sur la Chine pour des valeurs technologiques, par exemple, c'est un bon exemple de diversification. Donc, la délégation de gestion, surtout dans cet environnement-là, elle est, à mon avis, essentielle. C'est extrêmement compliqué pour nous. C'est pas évident, alors qu'on y passe toutes nos journées. Pour un client particulier, j'imagine que c'est encore plus compliqué. Merci.
Pour les semaines à venir, maintenant, quels sont les éléments qu'on va devoir surveiller de près? Quels sont les indicateurs ou des décisions politiques ou économiques qu'il va falloir regarder, voire même des réactions de marché qui vont nous donner des signaux soit d'alerte, soit au contraire d'apaisement sur les marchés? Alors, je pense qu'on n'a pas le choix. On suit tous, malgré nous, toutes les déclarations de Trump. Donc, on voit que le marché est plutôt pendu à ses lèvres. Et donc, dès qu'il va faire une annonce, ça va influencer les marchés, qu'on veuille ou non. Même s'il y a une forme maintenant de résilience, c'est-à-dire on est un petit peu moins sensible parce qu'on a compris qu'il pouvait changer de direction assez rapidement et que ça ne lui posait pas de problème. Il n'avait pas un souci de cohérence dans son propos. Mais évidemment, ce que nous dit Trump est pertinent. Mais maintenant, revenons à ce qu'on s'est dit tout au début, c'est-à-dire que ces fameux garde-fous, comme par exemple les taux d'intérêt à 10 ans des États-Unis, c'est un élément qui est fondamental. Et on reste convaincu que Trump ne peut pas l'ignorer et que ça peut être un outil de dissuasion utilisé par exemple par les Chinois ou d'autres pays qui sont fortement attaqués par ces droits de douane. Donc, on a évidemment ce que nous dit Trump, on a les taux d'intérêt qui sont assez déterminants. Je ne vais pas parler de l'évolution des marchés, je pense que tout le monde suit les marchés financiers s'il nous écoute aujourd'hui. Et on a effectivement les annonces des politiques monétaires, ça rebat un petit peu les cartes. On voit que par exemple maintenant, la Fed, en tout cas le consensus attend plus de baisse des taux de la part de la Réserve fédérale américaine, de la Fed, que ce qu'il pouvait attendre il y a quelques mois. On en attend plus, mais c'est décalé un petit peu plus dans le temps. Donc on attend maintenant 3 à 4 baisses de taux. Là, on était plutôt autour de 1 à 2 baisses de taux, et certainement sur le deuxième semestre 2025. Donc les éléments à surveiller sont les éléments qu'on regarde habituellement, mais avec une attention particulière sur ces quelques indicateurs ou décisions aux États-Unis qui sont assez déterminants et que Trump ne peut pas ignorer. Merci pour ces éclairages précis. Maintenant, passons aux questions de nos auditeurs. Merci. Pensez-vous qu'il y a un lien entre la politique en cours de Donald Trump et le refinancement de la dette américaine? Comme on le disait, ça reste un sujet de fond. Alors, est-ce qu'il y a un lien? Il y en aura toujours un. Est-ce que c'est fait de manière réfléchie pour forcément? En fait, il y a une tension là-dessus, juste pour que ça soit clair, il y a une tension qui se crée sur la dette américaine. En plus, la structure de la dette américaine est un petit peu particulière parce que ces dernières années, elle a eu tendance à se concentrer sur les maturités assez courtes. C'est un enjeu. Trump a besoin d'avoir de l'argent pas trop cher pour pouvoir financer tout ce qu'il nous a annoncé, ou au moins une partie de ce qu'il nous a annoncé pendant sa campagne électorale. Donc, évidemment, et si la question c'est est-ce que la pression sur les taux américains a poussé Trump à adoucir son discours? Évidemment. C'est ce qu'on disait, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut continuer de surveiller. Et je pense encore une fois qu'il ne peut pas l'ignorer dans la durée, parce qu'il ne sera plus soutenu ni dans son camp, ni par l'opinion publique. Okay. Merci beaucoup. En termes d'impact financier, que pensez-vous de l'effet d'élite initié avec l'affrontement entre Trump et les administrations comme la SEC et les annonces de pas en avant, un pas en arrière? Par exemple, les droits de douane qui sont appliqués à la Chine, mais pas sur les smartphones, etc. Ouais, c'est complètement fou. C'est-à-dire, j'espère en tout cas que toutes les enquêtes qui doivent être faites seront faites, mais c'est vrai qu'on ne peut être que très surpris, pour ne pas dire choqué, de la communication qu'adopte Trump là-dessus. Évidemment que tout le monde se pose la question de manipulation de marché, évidemment, parce que quand il nous annonce quelques heures avant la pause de 90 jours, quand il nous annonce via un tweet, c'est le moment d'acheter, on est tous au milieu de se poser cette question. Donc, évidemment qu'il y a cet aspect-là. Des enquêtes doivent être faites et on espère qu'elles seront faites. Quand on regarde tous les efforts que tous les acteurs et les agents sur les marchés financiers doivent faire pour éviter ce genre de comportement, et quand le président américain lui se permet avec toutes les largesses possibles de communiquer de cette manière, c'est assez inquiétant. Maintenant, il faut composer, c'est toujours pareil, quand on est sur les marchés, il faut composer avec le personnage qu'on a actuellement, et c'est pour ça qu'il faut prendre ce qu'il dit plutôt avec des pincettes, mais difficile de commenter ça, si ce n'est vous dire que c'est assez surprenant, même assez choquant, et qu'en théorie, ça ne doit absolument pas se produire. Malgré tout,
ça s'est produit et je pense qu'on n'est pas fini, on n'a pas fini d'être surpris avec un président américain comme Donald Trump. Merci. Les matières premières sont-elles un facteur de déséquilibre des marchés US et européens? Pas fondamentalement, en tout cas, j'en ai pas la conviction. Le déséquilibre que Trump cherche à rééquilibrer, ou l'écart que Trump cherche à réduire, c'est plutôt le déséquilibre en termes de balance commerciale sur la partie des biens. Parce qu'il importe plus de biens qu'il n'en vend. Alors, mais par contre, si on considère ça dans sa globalité, rappelons que les États-Unis nous vendent plus de services qu'on ne leur en propose. Donc, encore une fois, on regarde ça d'un certain prisme qui permet à Trump de dérouler son discours, mais qui n'est pas forcément le prisme le plus juste ou le plus équilibré. Merci beaucoup. Quels sont les risques à rester grandement investis sur le SP500, l'intelligence artificielle et les technologies US? Le risque à court terme, c'est de perdre un petit peu d'argent, dit très clairement. Si on va sur un scénario de récession, c'est des secteurs qui ont un bêta supérieur à 1. C'est-à-dire c'est des secteurs qui vont amplifier les mouvements de marché. Je schématise de manière très simple. Si le marché perd 10, ils perdront 13 ou 14. Donc le risque, c'est de perdre de l'argent dessus. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner de manière progressive. Maintenant, la question sous-jacente, c'est de se dire, okay, si j'ai du cash et que je suis investi, est-ce qu'il vaut mieux en sortir maintenant ou continuer à accompagner la baisse? On reste convaincu que c'est plus intelligent de continuer à accompagner la baisse, parce que la question derrière tout ça, c'est est-ce que ces entreprises seront encore là dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? Si on est convaincu que oui, et on reste convaincu que Trump n'ira pas jusqu'à mettre à genoux ces géants technologiques, alors ça devient des bonnes opportunités d'achat. Attention juste à ne pas trop se précipiter, parce que quand on a l'habitude de voir des titres qui sont très chers, très très hauts, il suffit qu'ils perdent 15% pour se jeter dessus. Si on est dans un scénario de récession, il nous reste certainement le même chemin que nous avons déjà parcouru, on le refera à la baisse. Donc on a encore quelques pourcents à perdre avant d'atteindre les points les plus bas. Okay. Ça m'emmène à la deuxième question. Pourquoi privilégiez-vous le SP500 au Nasdaq? Bonne question. Alors on a des expositions qui sont quasiment sur les deux. Pourquoi je dis quasiment sur les deux? Parce qu'on est exposé à des fonds qui sont très proches du Nasdaq. Donc sur la partie satellite, j'ai un peu l'équivalent du Nasdaq. Et là, je m'intéresse au S&P 500 parce qu'il va être un peu plus diversifié. On ne va pas être que sur des valeurs technologiques. Quand même, les valeurs technologiques ont un poids important dans l'indice. Et de manière un petit peu plus spécifique, en fait, ça me permet directement, dans l'ensemble des portefeuilles de vos clients qui sont investis sur nos gestions pilotées, de renforcer finalement les fameuses 7 magnifiques. Pourquoi? Parce que je vends du S&P 500 équipondéré pour acheter du S&P 500 traditionnel. Donc, j'ai ce phénomène-là qui me permet, de manière assez directe et concrète, de renforcer ces titres-là qui ont spécifiquement perdu. Et puis, le Nasdaq, c'est pas une mauvaise idée, encore une fois, mais on a déjà des fonds satellites qui sont très largement exposés là-dessus, qu'on a préféré aller sur un des principaux indices américains. Merci beaucoup. Avant de poser une dernière question, je rappelle que toutes les personnes à qui on n'aurait pas eu le temps de répondre, vous serez recontactés par un conseiller Alta Profit qui répondra à vos questions. Et la dernière question, quel impact, selon tout ce dont on vient de parler, peut avoir sur le private equity américain? Bonne question et assez large. De manière générale, il faut qu'on ait... C'est-à-dire que le private equity, ça reste une activité qui est relativement cyclique. Il faut avoir une économie qui tourne bien pour avoir une bonne activité dans le private equity. Maintenant, c'est vrai qu'il est légitime de se poser la question un petit peu dans l'autre sens, c'est-à-dire, étant donné que les marchés baissent assez fortement, on arrive à des niveaux de valorisation de certaines entreprises qui sont aujourd'hui cotées et qui peuvent demain basculer dans le private equity, parce qu'un fonds peut très bien décider de racheter une entreprise comme celle-ci et de la retirer de la cote. Donc ça peut, sous un certain aspect, être source de retrait de la cote de certains titres qui finalement boursièrement ne s'en sortent pas à cause de cette volatilité-là et donc qui rentrent dans l'univers du private equity. Mais de manière générale, pour que l'activité se porte bien de manière durable dans le private equity, il est préférable d'avoir une bonne croissance économique, il est préférable d'avoir une inflation qui n'est pas excessive, il est préférable d'avoir du commerce international qui tourne assez bien. Et pour l'instant, le scénario récessif
C'est plutôt une ombre au tableau qu'un élément, qu'un facteur, pertinent ou un catalyseur pour ce marché-là. Merci beaucoup. Merci, M. Stoncio. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Merci à tous pour vos questions. Un grand merci à Ibrahim Al-Khalil pour ses analyses. Nous espérons que cet échange vous aura permis de comprendre un peu mieux la situation, les événements récents et leurs différentes implications. Si vous souhaitez approfondir ces échanges, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Alta Profit. Je vous rappelle que ce webinaire sera en replay dès demain et je vous retrouve jeudi soir avec un expert de Lazard Frères Gestion pour analyser également ces événements d'un autre point de vue. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à jeudi.